13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias à 13h46 sur Europe 1 et avec vos deux chroniqueurs Clélie Jules Torres et Xenia Fedorova. On parle de la guerre en Ukraine et si on en croit l'émissaire américain Steve Witkoff, on est à 2 doigts de la paix. Écoutez ce matin à Davos. Je pense que nous avons beaucoup progressé. Je pense qu'au début des négociations, il y a eu un peu de confusion. J'allais assez souvent à Moscou, mais je pense que c'était important que nous y allions parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin. Et je suis en fait optimiste et je pense qu'il ne reste plus qu'un point à régler. Nous avons discuté plusieurs versions de ce point et cela signifie qu'il peut être résolu. Ainsi, si les deux parties veulent le résoudre, nous allons le résoudre. C'est mon point de vue. Alors, nous allons le résoudre. Je rappelle que Donald Trump a jugé hier à Davos que c'était plutôt à l'OTAN et à l'Europe de s'occuper de l'Ukraine et pas aux États-Unis. En tout cas, Steve Witkoff va dans la journée à Moscou avec Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pour des discussions avec Vladimir Poutine. Steve Witkoff, on l'a entendu, Xenia Fedorova, plutôt optimiste. Il n'y reste plus qu'un petit point à régler. La Russie aussi est optimiste. On en est où du côté russe ? Déjà, il faut dire que c'est Vladimir Poutine qui a invité Steve Witkoff de venir à Moscou. Donc, Steve vient de Moscou. Je pense que ce qui est très important et intéressant, c'est ce que Vladimir Poutine dit hier sur les propositions de Donald Trump pour que la Russie rejoigne ce conseil de paix qui base originellement sur la question de paix en Gaza. À Gaza, mais ça a été... voilà, oui, ça va élargi. Éventuellement, oui, il peut... remplacer même peut-être l'ONU, ce qu'on attend surtout des experts aujourd'hui. Et donc, il a dit que la Russie peut envisager payer cette milliard qui est demandé par Donald Trump à tous les pays, apparemment, par les pour un avoirs... siège permanent, en tout cas. Par les avoirs russes gelés sous l'administration des Biden. Donc ça, c'est, je pense, un message à envoyer à Trump qui la Russie peut valider cette initiative et peut participer. Ce qui est important aussi, que Trump a dit qu'il veut bien que les pays qui sont puissants et qui ont le contrôle puissent rejoindre ce Conseil de paix. Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il parle de pays qui ont vraiment une puissance et pas les pays qui ont plutôt une volonté et la communication, mais pas la vraie puissance. Est-ce qu'on est loin d'accord des paix ? Oui, parce que est-ce que c'est ce Conseil de la paix qui va faire la paix avec l'Ukraine ? Avec l'Ukraine ou Ok, c'est un point en plus, mais est-ce que ça résout le problème et le conflit surtout ? Je pense que comme on a entendu de Steve Witkoff, il reste un point. C'est pas un petit point, je pense que c'est un grand point. Ouais. Je pense que c'est un gros point. Et c'est un gros point qui concernerait... Moi, on ne sait pas, mais j'imagine que ça concerne les territoires. À mon avis, ça peut être ça. Je pense que c'est le plus grand point que Zelensky n'arrive pas à accepter aujourd'hui. Et donc, Zelensky est en train de négocier avec Donald Trump. Oui, ils se rencontrent à Davos. Oui, à Davos. Je pense que Donald Trump va encore une fois essayer de expliquer ce qu'il doit accepter ou pas. Et ce soir, Witkoff et Kushner vont parler à Vladimir Poutine. Et donc, si il arrive en compréhension, d'avoir une compréhension sur les sujets, un compromis, dans ces cas, oui, c'est vrai qu'on sera très proche de la paix. Cela dit, hier à Davos, Donald Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine seraient stupides de ne pas arriver à un accord pour mettre fin au conflit qu'il avait promis de régler. Il a dit they are stupid, but I don't think they are stupid. Oui, c'est du Trump, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr qu'on espère qu'en cette année 2026, cette guerre arrête. Bon, Donald Trump vous dit qu'il ne reste qu'un point, que ça va se régler rapidement. Il le dit, Donald Trump le dit aussi avec ses mots. Bon, c'est vrai que pendant sa campagne, il avait dit qu'il réglerait ça en 72 ou 48 heures. Donc, très rapidement, évidemment, en tout cas, il faut savoir raison garder parfois avec les prédictions de Donald Trump, mais c'est vrai que d'avis et d'analyse d'observateurs, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi près de régler, d'avoir un cessez-le-feu et une paix durable en Ukraine. Je pense en effet que le point qui reste à établir, c'est la question de la territorialité. C'est combien Volodymyr Zelensky accepte de céder à la Russie. On sait que les Russes ont pris entre 20 et 25% du territoire ukrainien actuellement de manière militaire. Donc est-ce que ce sera équivalent de ce qui sera donné à la Russie dans ce processus ? Et puis moi j'ai hâte de voir la manière dont les Européens vont se comporter, parce qu'on voit très bien que l'Ukraine n'existerait sans doute plus si les Américains n'avaient pas été là,
que ce soit Biden ou Trump, ils ont donné des milliards et des milliards d'euros. Nous, à côté, la France, on a donné entre 5 et 6 milliards. C'est rien par rapport à toute l'aide américaine. Donc si Donald Trump, qui a envie d'en terminer avec ce conflit, coupe le robinet en disant c'est à l'OTAN, c'est à l'Europe de gérer tout ça, on va voir comment cette coalition des volontaires qu'Emmanuel Macron a appelée de ses voeux va se comporter. Est-ce qu'ils vont avoir des discours qui sont plus du côté de la paix, et c'est tout ce qu'on souhaite, ou alors discours qu'on peut comprendre parfois, peut-être un petit peu plus belliciste, un petit peu plus va-t-en-guerre, notamment avec, vous savez, cette question des soldats où Emmanuel Macron était le seul de l'Union européenne à vouloir envoyer des milliers, pour ne pas dire 6 000 soldats dans un territoire pour vérifier s'il y avait le cessez-le-feu. Mais le problème, c'est qu'il y avait 2 questions à ça. Si le cessez-le-feu n'est pas respecté, est-ce que la France devient un co-belligérant? Est-ce qu'on accepte de laisser couler du sang français, du sang de militaires français pour ce conflit-là? Ça, c'était une question auquel le président de la République n'avait pas répondu, et auquel Giorgia Meloni avait répondu en disant c'est hors de question, moi je n'envoie pas de soldats. Et où le chancelier Merz, lui, avait dit oui, mais à condition que ce soit dans un pays de l'OTAN, donc pas l'Ukraine, mais plutôt en Pologne. Voilà beaucoup de questions qui restent à régler. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul point entre les Russes et les Ukrainiens, et avec autour de ça les Américains, il n'y a plus qu'un point. Mais sur le continent, il y a beaucoup de points à régler. Oui, absolument. Et en plus, quand vous parlez de soldats français, la Russie a déjà précisé et répété à plusieurs reprises que la présence des soldats de pays de l'OTAN, c'est-à-dire France, Allemagne, n'importe quel pays qui fait partie de l'OTAN, ils vont devenir les cibles légitimes par la Russie. Donc, en connaissance de ça, annoncer d'envoyer les soldats sur les terrains, c'est quand même une provocation. Et là, on regarde ce que l'Union européenne vraiment veut faire avec ces accords de paix. Ce qu'en fait, ils font tout pour que sa guerre, malheureusement, sera prolongée, ça va continuer. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ce que dit la Russie, effectivement. Ce que dit la Russie, mais c'est aussi un peu la passée. Si on regarde, on parle de Boris Johnson souvent parce que c'est lui qui a empêché Vladimir Zelensky de signer un accord qui était presque prêt à 2022 à Istanbul. Mais parce que l'Ukraine n'est pas prête à céder, à renoncer à ses territoires. À l'époque, il n'a pas eu une question de céder les territoires, c'était une question de donner l'autonomie à la région de Donbass qui était bombardée pendant des années par Kiev pour les questions des séparations de la régime qui était qui l'Est a vu comme un régime qui était imposé et pas les régimes légitimes. En tous les cas, aujourd'hui, il y a plein de fois petite et grande. Et si on arrive jusqu'à le moment où il reste qu'un, c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'on peut attendre quelque chose d'intéressant. Xenia Federova, j'aimerais avoir votre avis, puisque les discussions entre les États-Unis et on va dire l'OTAN, en tout cas l'Union européenne sur le Groenland, visent aussi, et Donald Trump l'a dit, et le secrétaire général de l'OTAN l'a dit aussi, à priver la Russie et la Chine d'un accès à ce territoire autonome. Et il assure, ça c'est Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui assure que les Chinois et les Russes ne puissent pas avoir accès économiquement et militairement au Groenland. C'est l'objectif. Je pense que la Russie et la Chine ont déjà dénoncé cette idée que et la Russie a dit qu'il n'a aucun intérêt d'envahir Groenland ou avoir Groenland. C'est un point stratégique aussi en termes de route, en termes de ressources. Alors on parle des régions arctiques, on parle pas des Groenland, mais plutôt les régions arctiques où il y a des intérêts, où la Russie est présente depuis des années avec les comment s'appelle le brise-glace, le bateau plusieurs brise-glace. Donc la Russie est assez forte. On parle de routes, on parle aussi éventuellement des ressources et pour les questions économiques, mais c'est sûr que c'est un message à la Chine avec qui les États-Unis aujourd'hui ont une guerre commerciale. Mais un message aussi vis-à-vis de la Russie. Oui, mais je pense que franchement, avec ce que je vois, surtout avec cette administration, je pense que les États-Unis et la Russie sont capables de trouver un accord qui sera utile pour les deux côtés. Je pense que la Russie et les États-Unis sont capables de trouver les niveaux et les moyens de travailler ensemble. Et ce qui est important pour Trump, de gagner l'argent, pour la Russie, de
garder son influence. La Russie a la même vision, je pense, que Donald Trump aujourd'hui sur les questions des zones d'influence. Ce que la Russie voit, et je reviens à l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est la frontière avec la Russie, donc c'est la zone d'influence. La Russie où l'OTAN était présent, et en fait, l'OTAN avançait éventuellement vers la frontière de la Russie. Donc, ce qui est important pour la Russie aujourd'hui, et avec cet accord de paix aussi, c'est que l'Ukraine reste neutre, sans présence de la base militaire hostile que la Russie trouve que c'est l'OTAN en fait.